Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans EBIM, le podcast dédié à la digitalisation du monde du bâtiment. Je m'appelle Siama Mokrane et pour cette deuxième saison, je vous propose de repartir à la découverte d'initiatives inspirantes autour du BIM et du digital. Je vous partagerai des récits de projets, des retours d'expérience, des conseils avisés sur une thématique d'actualité. Une chose est sûre, tous mes invités sont animés d'une conviction, le BIM est une excellente opportunité de réinventer les métiers de la construction pour y introduire tous les bénéfices du digital. Aujourd'hui, nous allons explorer les avantages des approches agiles dans la mise en œuvre du BIM. Nous verrons comment ces pratiques peuvent aider à mieux gérer les changements et à favoriser la coopération. Cette approche collaborative et itérative permet d'ajuster en temps réel la conception d'un bâtiment ou une démarche BIM en fonction des besoins du client et des contraintes techniques, offrant ainsi une plus grande flexibilité et une meilleure réactivité. Mon invité d'aujourd'hui est François Musard, responsable numérique et BIM chez Enya Architecte. Il a expérimenté ces pratiques, en explore toujours de nouvelles. Il nous partage son expérience sur le sujet. Et BIM, François, c'est à toi. Bonjour François, et merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Bonjour Siem et merci de me recevoir dans ton super podcast. Alors pour commencer François, peux-tu te présenter rapidement ? Donc je suis François Musard, je suis architecte de formation et je travaille depuis plus d'une dizaine d'années dans le cabinet d'architecture Enya Architecte en région parisienne. Et donc je suis progressivement devenu responsable numérique, ce qui chapeaute toute la gestion informatique et la gestion BIM. Et puis plus généralement aussi je m'occupe des méthodes de travail à l'agence. Donc on va dire qu'il y a une double casquette informatique, numérique, BIM, qui est la partie un peu plus technique. Et puis il y a une casquette un peu plus process, méthode, qui est la partie un peu plus gestion humaine. Donc les deux aspects qui sont mélangés. Donc avec toi François, on va parler justement process et démarche agile. Est-ce que tu peux me donner ta définition d'une démarche agile ? Alors une démarche agile, c'est pas quelque chose de monolithique, c'est des méthodes agiles, en fait, des pratiques agiles. L'agilité, c'est une somme de pratiques agiles métiers qu'on va mettre en pratique au jour le jour. Et en fait, c'est en sélectionnant un certain nombre de ces manières de travailler qu'on va créer après éventuellement une approche agile qui va être mise en place dans une entreprise spécifique. Donc, c'est des approches qui sont orientées métiers, qui sont spécifiques à chaque fois aux équipes. Et c'est les équipes d'ailleurs qui sont chargées de les mettre en place. Et elles sont orientées surtout autour de la recherche de la valeur, donc la valeur pour le projet ou la valeur pour le client évidemment. Après, la recherche de la valeur, c'est aussi s'interroger, prendre du recul. Donc l'idée, c'est d'être tout le temps dans l'interrogation permanente. Alors c'est aussi un petit peu déstabilisant pour les équipes, mais il faut apprendre à prendre du recul sur ce qu'on fait, sur nos pratiques métiers, et voir comment on peut les améliorer, toujours dans la recherche de la valeur. Et ça, ça passe pas par une imposition par le top management de méthodes un peu déjà tout faites. Ce que je trouve moi très intéressant, c'est aux équipes de prendre en charge leur manière de travailler et d'essayer de s'améliorer en continu. Alors ces pratiques agiles, elles sont parfois regroupées dans des cadres méthodologiques, des frameworks. Et donc le plus connu est l'approche Scrum, que sûrement un certain nombre d'auditeurs connaissent déjà. Après, les valeurs qui sont un peu sous-tendues par ces pratiques, ça va être des valeurs de transparence, ça va être des valeurs d'autonomisation. Donc je parlais de la manière dont les équipes doivent prendre en charge ces approches, c'est aussi une manière de s'autonomiser. Et ça va provoquer aussi une fluidification de la collaboration. Donc, dans le BIM, c'est quand même un des axes recherchés. En tout cas, c'est un des termes qu'on nous rabâche depuis une dizaine d'années et l'arrivée du BIM dans nos métiers. Et puis, il va y avoir aussi des choses un petit peu différentes qui peuvent aussi un petit peu bousculer nos méthodes de travail, comme l'intégration du client. Parce que si on recherche de la valeur, il faut savoir cette valeur, c'est quoi. Et donc, d'avoir du retour, du feedback du client, ça va être une des pratiques aussi qu'on va rechercher à mettre en œuvre. Et évidemment, la mise en œuvre de l'ensemble de ces pratiques, ça nécessite une gestion du changement. Donc voilà, c'est un sujet aussi qu'on connaît un petit peu dans le BIM. Alors justement, c'est une démarche qui semble intéressante, une démarche en clair d'amélioration continue. Mais comment en es-tu venu, toi, à t'intéresser à cette démarche agile ? Alors moi, ça a tout commencé, on va dire, à la suite du Master BIM de l'ESTP, l'école des ponts, que j'ai fait en 2015. Et donc, j'ai fait un travail de fin de master sur comment la fabrication des logiciels pouvait influencer sur la fabrication du bâtiment, mais plus spécifiquement de la maquette numérique. Et donc, en disant que le logiciel, ça tourne aussi autour des bases de données. Et finalement, la maquette numérique, c'est aussi une base de données. Et donc, en fait, dans l'univers du logiciel, ils avaient des outils de forge logiciel. Donc, c'est comment, en fait, on se constitue un panel d'outils. Et c'est jamais un seul outil, d'ailleurs. Donc, ça, c'est... Faut pas croire on utilise toujours un outil qui va tout faire.
Donc du coup, on se compose un panel d'outils qui va nous aider à fabriquer ce logiciel et pour nous à fabriquer notre maquette numérique. Donc chacun dans son agence a en général c'est un peu ses trucs et la manière de combiner ces outils, mais c'est important de bien le penser. Et puis à partir, en fait, les outils c'est bien, mais je me suis aperçu qu'en fait il n'y avait pas que ça et que là où ça marchait bien, c'est qu'il y avait aussi des méthodes de travail derrière et dont ces fameuses pratiques agiles. Et donc voilà, et donc je suis un peu jeté dans le monde de l'agilité, en particulier aussi avec la lecture d'un article de blog qui était de l'ancienne société Case, qui a depuis été revendue à WeWork et dont certaines personnes d'ailleurs font des super outils pour le BIM depuis. Donc c'était un vivier assez intéressant, je pense, il y a une dizaine d'années. Et donc ils avaient publié un article pour montrer comment ils avaient connecté Revit avec la plateforme Jira, donc qui est une plateforme de gestion de tickets qui est très connue dans le monde du développement de logiciels. Voilà, et donc moi, ça a impliqué un peu mon intérêt pour, d'une part, voilà, comment ces outils aussi, les analogies entre ces outils logiciels et les outils qu'on pourrait avoir nous, qui m'a amené à développer une plateforme collaborative qui est Brix. Et puis aussi l'intérêt pour les méthodes, donc le côté beaucoup plus humain et la recherche de sens même, on va dire, sur la manière de faire les choses. Et ça m'a amené à développer la communauté AgileBeam, donc qui existe à travers un site, donc agilebeam.org, une communauté sur LinkedIn et une chaîne YouTube sur laquelle on diffuse nos meet-up. Mais alors, pourquoi intégrer l'agilité dans une démarche BIM? Alors pourquoi voilà, je te l'ai dit un petit peu, c'était un peu au début une intuition, et puis après, en fait, à y regarder de plus près, on voit qu'il y a pas mal d'analogies qui fonctionnent. Typiquement, un développeur de logiciel, il va livrer son logiciel régulièrement. Donc, avec la méthode Scrum, par exemple, on va faire des itérations, on va travailler en itération de 1 à 2 semaines. Et on s'aperçoit que dans le bâtiment, on n'envoie plus nos fichiers DWG au fil de l'eau, parce que maintenant, on envoie des fichiers Revit. Et du coup, on ne peut plus les envoyer au fil de l'eau comme les fichiers DWG, parce qu'ils sont beaucoup plus lourds. Du coup, on va utiliser des plateformes, et du coup, ça va nous imposer de diffuser ces fichiers à un rythme déjà prédéfini. Et donc finalement, ça s'adapte bien avec le système de sprint et d'itération. Et puis il y a aussi l'application de certains process, par exemple la pratique des tests. On voit que dans l'ISO 19650, il est dit que voilà, il faut mettre en place des tests pour vérifier au fil de l'eau la maquette. Et donc la pratique, le développement même poussé par les tests dans l'univers du logiciel, c'est des pratiques qui sont assez courantes. Et donc voilà, nous on essaie aussi de mettre en place ça dans nos maquettes numériques, contrôlées au fil de l'eau, en automatisant aussi, parce que c'est toujours une double recherche, en même temps d'excellence technique et en même temps de travail méthodologique sur la manière de faire les choses. Et les deux doivent vraiment se combiner pour que ça soit vraiment efficace. Un autre outil qu'on utilise aussi beaucoup, c'est le tableau Kanban. Donc ça, c'est le fameux tableau avec des post-it. Donc c'est souvent un peu ce qui est le plus connu à travers le mot agile. Bon, ça fait pas tout, loin de là, mais c'est vrai que c'est pas mal à un moment de créer un espace commun de partage, de collaboration, justement, pour que toutes les équipes, alors que ce soit en interne, soit au niveau d'un groupement, par exemple, puissent voir où en est le projet, qui fait quoi, où en est l'avancement. Et donc, c'est un super médium d'échange autour de l'avancement et du développement du projet. Donc ça, c'est un outil qui est aussi super utile et qui s'adapte très bien au développement d'une maquette numérique. Tu disais comment on intègre ça aussi dans nos pratiques BIM. Un des vecteurs les plus faciles, on va dire, c'est la convention BIM. Donc c'est là où justement, à un moment, tiens, on n'avait pas de convention CAD, mais c'est vrai que dans le BIM, on se dit, c'est vrai qu'on a besoin parce que les process sont plus compliqués. Donc on a besoin à un moment de s'écrire les choses pour se dire un peu comment ça fonctionne. Et donc de mettre ça un peu noir sur blanc dans la convention BIM, ça permet aussi un peu de sensibiliser un peu tout le monde, parce qu'effectivement, ce pas des méthodes qui sont forcément très, très connues. Et puis de mettre les choses un peu noir sur blanc et que les gens s'engagent derrière aussi à respecter ça. Donc voilà, nous, dans nos conventions BIM, quand on a des missions de BIM management, ou en tout cas, on essaie de le favoriser aussi dans la rédaction des conventions BIM sur nos projets. Je rebondis sur la convention BIM et sur l'engagement en fait des parties prenantes d'un projet ou au sein d'une agence. Comment arrives-tu à engager justement ces parties prenantes dans une démarche agile, au-delà des écrits en fait, hein? En effet, il faut qu'on se raccroche un peu à des éléments de projet, parce que l'idée, c'est pas de tout mettre à plat et de changer toutes les habitudes des gens. Ça fonctionne pas. Donc, il faut déjà être à l'écoute, comprendre un petit peu comment fonctionnent les gens. Et à partir de là, on va se baser un petit peu sur la régularité, c'est-à-dire essayer de mettre en place des rituels, parce que c'est ça qui marche le mieux et qui permet aussi, sur la durée, de voir les améliorations potentielles
qu'amènent ces pratiques. Et donc, on met un petit peu ces règles du jeu, donc on a peut-être écrit dans la convention BIM, et on essaye aussi de les faire émerger en discutant avec les gens. C'est pas forcément quelque chose qu'on va imposer. Et donc, à partir de cette régularité, donc ça peut être cette diffusion de maquettes toutes les semaines, à partir de là, on va mettre en place, ok, tu diffuses ta maquette, donc peut-être il faut faire des tests avant que le BIM manager découvre éventuellement des problèmes. Donc, c'est mieux de faire les tests avant de diffuser. Et donc, du coup, les tests vont être faits en avant. Et puis, une fois qu'on a diffusé la maquette, à ce moment-là, peut-être que c'est le moment de faire un petit retour d'expérience. Tiens, qu'est-ce qu'on a bien fait dans la maquette? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Donc, ce qui va être important aussi, c'est de faire la réunion au bon moment, mettre en place ces règles en commun. Et puis, après, moi, dans mon approche, je vais essayer d'avoir cette approche on dit une approche de coach, donc en position basse, c'est-à-dire d'essayer d'être plutôt à l'écoute des gens, d'essayer de comprendre leurs problématiques, et à partir de là, de faire émerger les règles, mais voilà, de jamais imposer les règles, plutôt effectivement, il y a un peu des pratiques agiles un peu connues qui, en général, fonctionnent pas trop mal, donc on les propose, mais derrière, une fois qu'on les a testées, on les évalue tout de suite pour voir avec les gens s'ils sont d'accord ou pas. Et s'ils ne sont pas d'accord, on passe à autre chose. Et puis peut-être qu'eux, ils ont des suggestions, et à partir de nous, des premières pratiques qu'on a mis en place, on va pouvoir adapter vraiment au mieux par rapport à l'équipe la manière de travailler avec ces approches agiles. Pour interroger les gens et pour un peu savoir exactement qu'est-ce qui pose problème, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, il y a la fameuse technique des 5 pourquoi. Donc quelqu'un nous affirme quelque chose très sûr de lui, et on va lui dire oui, mais d'accord, mais pourquoi? Et puis on va comme ça un peu le pousser dans un retranchement pour qu'il dise réellement. Souvent ça peut être quelque chose d'assez général, mais derrière, quel est vraiment le problème? Et derrière, justement, on en revient aussi à l'excellence technique, c'est qu'il faut identifier exactement où se situe le problème, et après le résoudre, et que techniquement, du coup, on soit nickel, quoi. Du coup, cet impératif technique, ça va amener aussi au fait que, une fois que les gens, ils ont vraiment dit quel était leur problème, derrière, on va aussi, en retour, obtenir un engagement de leur part à régler le problème. Donc ça va être aussi un peu du donnant-donnant, dans l'idée de cibler de la valeur ajoutée sur le projet, que ça soit une valeur ajoutée technique, une valeur ajoutée qualitative sur les espaces, une valeur ajoutée pour le client de manière plus générale. Comment on le met en place dans nos projets? Ça va être nous en interne à l'agence, voilà, dans les équipes. Maintenant, les gens commencent à être un peu habitués à différents process qu'on a mis en place autour de ça. Et puis, on va essayer aussi de le mettre en place dans nos groupements. Donc, dans la convention BIM, parfois, on arrive à mettre en place quelques pratiques. Et voilà. Après, on a aussi développé un peu notre propre cadre méthodologique, on va dire, pour des projets qu'on propose dans des appels d'offres. Pour l'instant, malheureusement, on n'a pas été retenu. Je ne pense pas à cause de ça, mais sûrement d'autres problèmes. Donc voilà, c'est potentiellement, on aurait d'autres projets où on aurait des démarches agiles beaucoup plus poussées, mais c'est en cours de négociation. Et alors, je te propose une démarche quand même très itérative, très à l'écoute, un peu moins top-down. Est-ce que tu rencontres des difficultés particulières à mettre en œuvre cette démarche? Et quelles sont-elles? Les problématiques, c'est un peu les mêmes problématiques qu'on a eues dans le BIM, voilà, un peu plus ou moins il y a 10 ans, pour mettre en place les nouveaux logiciels BIM, la nouvelle manière de concevoir les projets. Donc le premier, évidemment, c'est que ça prend un peu de temps. Donc il faut quand même pouvoir à un moment trouver le bon moment. C'est tous les projets comme le BIM, tous les projets n'étaient pas adaptés à mettre en place une maquette numérique au début. Donc là, pareil, il faut trouver le bon projet où on a un petit peu quand même, c'est pas un projet trop court et trop stressant. Il faut un petit peu avoir un peu de ressources humaines, donc il faut aussi aller, pareil comme le BIM, il fallait identifier dans les agences qui étaient les personnes un peu intéressées. Donc là aussi, il faut trouver quelles sont les personnes sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer et qui ont un peu d'appétence pour ces sujets-là. Mais il y en a beaucoup, il y en a plus qu'on ne l'imagine. Et puis peut-être se raconter une anecdote d'ailleurs, quand on a commencé à organiser nos meet-up autour de l'agilité, on avait pas mal de gens qui venaient, et puis on se disait c'est marrant, ils ont l'air d'être en couple et tout ça. Et donc on a vu un peu plus ou moins une dizaine de couples comme ça qui étaient madame est architecte, monsieur est coach agile. Et donc voilà, c'était des gens qui, chez eux, dans leur cadre privé, ils s'interrogeaient: ah mais pourquoi tu fais pas comme ci, moi je fais comme ci au travail. Et du coup, tout d'un coup, ils disaient: ah tiens, c'est marrant, peut-être pour le BIM ça peut marcher. Et donc voilà, on discutait avec eux, et on a eu des discussions assez intéressantes là-dessus. Après, ce qu'il n'y a pas dans la mise en œuvre des pratiques agiles,
enfin beaucoup moins que dans le BIM, c'est le coût, parce qu'il n'y a pas de logiciel à acheter, ou alors c'est des plateformes à quelques dizaines d'euros par mois, mais c'est tout à fait absorbable. Donc ça, c'est quand même le point positif et plus simple. Voilà. Après, comment nous, on a amorcé un petit peu la pompe. C'est ce qui est souvent recommandé d'ailleurs de manière plus générale, c'est commencer par les rétrospectives, donc c'est le retour d'expérience. Et donc c'est voilà, prendre du temps, mais c'est pas forcément beaucoup, hein, c'est 1 heure, 2 heures maximum. Par exemple, nous on le fait à chaque fin de phase pour se dire voilà, qu'est-ce qui a bien fonctionné dans cette phase, qu'est-ce qui pourrait mieux fonctionner, et comment très concrètement, même très techniquement, on peut améliorer les choses pour que d'un projet à l'autre, on apporte de plus en plus de valeur à notre projet et on devienne de plus en plus performant aussi sur l'exécution de la partie maquette numérique et puis du projet de manière plus générale, parce que on parle du BIM, c'est un vecteur pour mettre en place les pratiques agiles, mais globalement, les pratiques agiles, elles s'appliquent à tout type de projet, que ça soit... alors moi, je m'intéresse plutôt à la conception, mais je sais qu'aux États-Unis, il y a Felipe Engineer Manriquez, donc c'est marrant parce qu'il s'appelle ingénieur, qui est un ingénieur d'ailleurs, et qui a écrit un bouquin sur le Scrum pour la construction. Donc nos meet-up Agilbin nous ont permis de découvrir qu'il y a des gens au Brésil, aux États-Unis, en Angleterre, en Australie qui s'intéressent à ces pratiques et qui ont fait des expérimentations aussi. Donc il y a vraiment un réseau. Donc voilà, je vous invite à vous inscrire sur notre groupe LinkedIn. Vous découvrirez toute cette richesse. Oui, beaucoup de choses à dire. Moi, j'avais une petite question puisque tu parles du projet en général et enfin, tu parlais de la conception, mais aussi sur toutes les phases de projet. Je sais qu'on a évoqué la question du lean. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ou pas? Qu'en penses-tu? Alors tout à fait, non, ce sont deux pratiques qui sont vraiment intriquées l'une l'autre. Alors il y en a qui vont dire que c'était l'agile avant, l'autre le lean avant. Voilà, c'est comme l'œuf ou la poule, mais bon, chacun se fait son point de vue. On va dire pour le bâtiment, moi ce que je remarque plutôt, c'est que le lean est plutôt utilisé, peut-être adapté, ou en tout cas utilisé à la partie chantier. Donc parce que l'objectif est plutôt sur l'optimisation des flux de production, de travailler sur l'amélioration des choses répétitives pour aller vers un peu une perfection, on va dire. Et donc, du coup, c'est vrai que dans le chantier, on a beaucoup de tâches répétitives avec des flux de matériaux, de choses comme ça. Donc, c'est plutôt assez adapté. Quant à l'agilité, elle va plutôt se concentrer sur la valeur de conception dans un contexte mouvant. Donc, c'est vrai que quand on est en exécution, les choses quand même commencent normalement à se figer. Alors qu'en conception, il faut plus vite s'adapter. Il y a parfois des changements de programme, des impossibilités techniques. Donc, il faut tout le temps être prêt à remettre en cause les acquis. Donc, l'agilité, pour ça, est quand même fondamentalement un peu plus adaptée. Après, on peut faire du lean en BIM. Il y a des gens qui font ça très bien aussi. Et ça permet d'améliorer le flux de production de la maquette. Et c'est très intéressant. Et comme je disais tout à l'heure, il y a aussi des gens qui font du Scrum, l'agilité en construction. Donc voilà, les deux fonctionnent. Et je sais qu'en France, on a pas mal d'associations sur du Lean pour la construction et des gens qui font des choses très intéressantes. Donc c'est aussi un sujet à regarder de manière plus générale sur les changements des méthodes de travail, l'amélioration des méthodes de travail. Alors justement, si les auditeurs s'intéressent à ces pratiques, alors tu as parlé d'agilebim.org tout à l'heure, mais où est-ce qu'ils peuvent trouver des ressources ou où est-ce qu'ils peuvent trouver plus d'informations? Donc il y a notre site en effet agilebim.org, il y a le groupe LinkedIn Agilebim sur lequel il y a pas mal de gens qui publient régulièrement des choses sur le sujet. Et puis il y a la chaîne YouTube sur laquelle on a maintenant plus d'une dizaine de meet-up, justement avec un peu ces gens qu'on a trouvés à travers le monde qui s'intéressent à ces sujets. Et donc il y a des vidéos assez intéressantes. Alors pour la France, il y a un spécialiste du Lean qui présente cette approche-là. Il y a aussi Mauro Pavel de chez Franck Boutet, ingénieur, qui aussi travaille avec une méthode type Scrum en interne en conception. Et puis aussi, il y a Paolo Samichelli qui a été coach chez Encotech, donc c'est un bureau d'études en Italie, et qui a mis une organisation un peu comme chez Spotify, donc avec des teams un petit peu qui gèrent des pools de projets. Et c'est vraiment, ils nous ont montré le schéma un peu de l'organisation de l'entreprise. C'est assez étonnant. Donc il y a des choses vraiment qui se font à travers ces différentes personnes. On peut avoir un peu le feeling de ce qui se passe sur ces sujets-là.
Et puis après, il faut, c'est ça, il faut en venir en discuter. Donc, nous, on a nos meet-up. Il y a l'association Ligne Construction en France aussi qui fait des événements là-dessus. Et puis voilà, se retrouver dans des événements. Oui, en fait, ce que tu dis, c'est qu'il ne faut pas hésiter à se rapprocher de toi, à se rapprocher de votre chaîne YouTube. Enfin bon, voilà, pour interagir et aussi pour reprendre de l'information. En S'il y fait. a des gens qui ont des sujets à proposer, des retours d'expérience, on peut faire notre propre retour d'expérience. Oui. Après, à peu près, on en est presque à 3 ans de meet-up sur le sujet. Et alors, du coup, François, c'est quoi la suite pour toi? C'est un long trajet qui a commencé il y a quelques années, mais qui continue parce que les changements de méthode, bon, on a vu avec le BIM, là, ça fait presque 10 ans et maintenant on est un peu dans la fin de la première hype. Donc ça y est, les choses commencent un peu à se remettre à plat. Donc il y a aussi un peu de désillusion sur certains aspects, mais on sait que c'est comme c'est un changement en profondeur, les choses vont repartir et puis on va vraiment pouvoir attaquer un peu le dur. Et donc pour l'agilité, c'est pareil, c'est des longs processus. Donc moi, évidemment, le cœur de cette transformation, je la réalise chez Eni Architect. Donc c'est là où on a mis en place des choses, mais on pourrait sûrement aller beaucoup plus loin. Donc heureusement, je suis soutenu par une volonté des associés d'avancer sur ces sujets-là. Donc l'idée pour moi, c'est de continuer à travailler en interne sur la mise en place de ces méthodes. Peut-être un jour, enfin, d'arriver à avoir un projet avec un groupement qui travaillerait sur une méthode type Scrum. Ça serait vraiment un peu le Graal pour le moment. Et puis, sinon, participer à des podcasts comme le tien ou à des conférences, des événements pour essayer de transmettre un peu la bonne parole et de sensibiliser les gens à ces pratiques et de dire que voilà, on n'est pas obligé de tourner en rond avec ces méthodes de travail et souvent des méthodes qui peuvent être un peu toxiques ou trop hiérarchiques. Il y a des pratiques différentes qui existent et qui sont bénéfiques en plus pour tout le monde et qui participent aussi un peu à l'épanouissement personnel. Donc ça ne peut pas faire de mal. Clairement, l'appel est lancé. Ok, voilà. Merci de ce podcast qui permet de communiquer là-dessus. Merci beaucoup François. Et bim, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous sur les pages LinkedIn, Twitter et Facebook de Man & Machine pour continuer la discussion sur le BIM agile. Si ce podcast vous a plu, parlez-en autour de vous et donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite pour un nouvel épisode.